avec donc des alternatives au tourteau de soja pour la finition des poulets de chair. Donc, dans la perspective justement du passage au 100% biologique à la fin de l'année. Et donc, cet essai a eu lieu à la ferme du Domaine, donc dans le Maine-et-Loire, donc chez Julien Sebron, qui est un éleveur donc, de volailles de chair et de bovins allaitants, et qui commercialise ces volailles en circuit court. L'essai s'est déroulé avec donc, deux lots, donc un lot témoin avec 350 poulets et un lot essai avec le même nombre. Et donc l'idée, c'était donc d'avoir un premier lot témoin donc, qui est arrivé donc, le 30 juin 2020 et avec deux dates d'abattage qui correspondent donc aux besoins qu'a donc Julien pour sa vente directe. Donc on a donc le premier lot qui a donc été abattu donc à 108 jours et à 115 jours en octobre, et donc le second lot qui est arrivé, donc le lot essai le 27 juillet, qui a donc été abattu en novembre au même nombre de jours. Concernant les nombres de phases alimentaires, donc pour les deux lots, il y a eu la même conduite alimentaire, donc avec trois phases alimentaires, donc aliment démarrage, aliment croissance et donc aliment finition. L'aliment finition qui a donc été distribué entre le 60e jour et le 115e jour d'élevage, avec donc pour le lot témoin l'aliment finition FAF que Julien utilise en routine, puisqu'il fabrique lui-même son aliment avec sa fabrique à la ferme. Et donc c'est un aliment qui contient un aliment complémentaire contenant du tourteau de soja. Et pour donc le lot essai, on a eu donc un aliment finition aussi issu de la fabrique à la ferme, mais sans complémentaire. Et ce complémentaire a donc été substitué par un mélange de tourteau de cameline, de colza et de tournesol. Donc concernant les compositions donc, de ces aliments finition, donc au niveau des matières premières, donc Julien autoproduit donc le triticale pois, le blé et un petit peu de tournesol. Et donc dans l'aliment finition témoin et dans l'aliment finition essai, il incorpore donc ces produits qui sont donc issus de la ferme. Il ajoute donc des tourteaux qui sont produits par un moulin situé à proximité de sa ferme. Donc, ce moulin lui fournit donc des tourteaux de colza, de tournesol et de caméline. On peut donc noter que déjà en routine, Julien utilise des tourteaux de tournesol et de caméline issus de ce moulin. Et que donc dans la formulation essai, on a rajouté donc du tourteau de colza et modifié aussi les quantités de tourteaux de tournesol et de caméline. Et ceci dans le but de se passer donc de l'aliment complémentaire qui est acheté à son fabricant d'aliments, aliment complémentaire contenant un tourteau de soja, et pour environ 9,3% de la ration de l'aliment finition témoin. Et donc dans l'aliment finition essai, on n'a plus d'achat de ce complémentaire, on a seulement l'achat des minéraux. Donc on a un aliment finition essai qui est à 97% d'origine locale, entre les matières produites par Julien sur sa ferme et les matières récupérées, donc achetées auprès du moulin localement. Pour un prix qui est le même, puisqu'on a un prix à la tonne pour l'aliment finition témoin qui est à 449 € et un prix pour l'aliment finition essai qui est à 447,50 €. Au niveau des compositions nutritionnelles, donc les formulations ont été faites de manière à ce que la composition nutritionnelle soit identique. Donc, dans la formulation, on cherche donc une composition nutritionnelle avec un taux de protéines à 16, au niveau de l'énergie de 2700 kcal par kilo, un taux en matière grasse qui augmente avec l'aliment finition essai du fait des matières premières qui sont incorporées, donc notamment plus de tourteaux, et des taux de lysine et de méthionine digestible relativement similaires. Donc voilà, les formulations sont calculées pour être proches, hormis sur les matières grasses où c'est un peu plus compliqué avec l'utilisation des tourteaux. Au niveau donc de ces tourteaux, donc il y a aussi une analyse qui a été effectuée des tourteaux récupérés par Julien pour analyser s'ils correspondent bien aux données qui ont été entrées dans l'outil de formulation lorsque les aliments ont été créés. Donc au niveau du tourteau de colza, ce qu'on voit, c'est que par rapport aux tables qui ont servi à la formulation des aliments, on est cohérent.
Donc on a un taux de protéines à 27%, et donc on visait dans les tables 30%. Pour le tourteau de camuline, c'est la même chose, puisqu'on a le tourteau de camuline qui a été récupéré auprès du moulin correspond bien aux valeurs des tables. Et pour le tourteau de tournesol aussi. Donc on a une adéquation avec les calculs de formulation. Donc selon ces résultats, les besoins des poulets en finition devraient être couverts. Sur l'analyse, donc ensuite, il y a eu des analyses justement des aliments qui ont été issus donc, de la fabrique à la ferme de Julien. Donc il y a eu un échantillon pour l'aliment finition témoin et 2 échantillons pour l'aliment finition essai. L'objectif étant, en faisant deux échantillonnages, d'observer s'il y avait une certaine hétérogénéité dans sa fabrique d'aliments à la ferme. Et nous, ce qu'on voit, c'est que par rapport aux valeurs cibles, elles sont atteintes pour 2 des aliments et très proches pour un des échantillons. Donc globalement, on a des aliments finition qui atteignent les objectifs nutritionnels visés. Maintenant, on va chercher à voir ce qu'il en est au niveau des performances zootechniques, donc des volailles. Donc il y a eu des pesées régulières sur les poulets pour obtenir donc des courbes de croissance et des courbes de poids. Donc le groupe contrôle étant le groupe témoin et le groupe trial étant le groupe essai. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a donc une croissance relativement proche pour les 2 lots, avec à l'arrivée une légère, un point légèrement supérieur pour le lot essai, donc avec 100 tourteaux de soja dans son alimentation. Le fait que Julien commercialise ces volailles en vente directe nous permet donc aussi d'avoir la distribution des poulets prêts à cuire, donc à 108 jours au premier abattage et à 115 jours donc au second abattage. Donc on observe donc la répartition des poids à ces 2 dates. Et au niveau des moyennes, on est à nouveau sur des poids qui sont similaires entre les 2 lots, même si au niveau de la distribution, on pourrait penser que les poulets issus de l'essai sont un petit peu plus lourds. Au niveau des moyennes, on est sur des poids relativement similaires entre les 2 lots. Et aussi, la qualité des poulets obtenus convenait tout à fait à Julien pour sa vente directe. Il a notamment noté que sur les volailles issues du lot essai, donc sans tourteau de soja, il y avait une couleur de peau un petit peu plus jaune qui était assez appréciée par sa clientèle. Et les 2 lots étaient bien finis avec des qualités de carcasse tout à fait convenables pour l'éleveur. Donc en conclusion, ce qu'on a vu, c'est que l'utilisation de matières premières locales permet de répondre aux besoins, donc dans le cadre de notre essai chez Julien, aux besoins des poulets en phase de finition. Il y a aussi une cohérence économique, puisqu'on a vu que donc, le prix à la tonne n'a pas augmenté avec ces tourteaux d'origine locale. Et puis ça répond aussi à une attente sociétale d'avoir donc des matières premières, un maximum de matières premières produites localement pour alimenter les animaux. Donc voilà sur ces points-là. Concernant donc les questions qui restent à approfondir, il faudrait donc réitérer l'essai avec une mesure de la quantité d'aliments consommés pour calculer un indice de consommation. Donc c'est un indicateur qu'on n'a pas pu obtenir à l'issue de cet essai. Il faudrait aussi évaluer le potentiel de petites unités de pressage pour les tourteaux comme ceux qui ont été utilisés dans cet essai. Évaluer le potentiel et aussi effectuer donc, une analyse économique de la pertinence de ces petites unités pour des éleveurs qui pourraient être intéressés pour réaliser cette transformation eux-mêmes. Et enfin, du fait des bons résultats sur la phase de finition, qui est une des phases, la phase alimentaire la moins exigeante, il serait donc intéressant de tester ce changement sur une phase alimentaire plus exigeante, comme par exemple sur la phase de croissance, pour observer d'éventuels effets positifs ou négatifs sur les volailles. Donc voilà pour cette présentation. On peut passer aux questions. Si okay, Olivia... Merci. Oui. Donc il y a une question sur
Est-ce que les poulets étaient plus gras par rapport à l'utilisation d'un aliment qui était légèrement plus gras? Alors, ça n'a pas été relevé explicitement par Julien. C'est plutôt au niveau donc de la couleur, de la coloration de la peau qu'il a observé des choses avec une bonne finition. Il nous a pas fait part du fait qu'il y ait particulièrement plus de gras sur les volailles issues de l'essai par rapport aux volailles témoins. D'accord. Est-ce que il y a eu un changement du prix de vente suite à cet essai? Non, il n'y a pas eu de changement de prix de vente lors de cet essai. Ok. Est-ce que vous connaissez les prix auxquels ils vendent ces poulets? Je les ai pas en tête, mais je préfère, je sais pas, te dire une bêtise. Ok. Dans les secteurs géographiques où les matières premières peuvent être plus difficiles à trouver par rapport aux céréales et aux oléagineux, est-ce que vous avez d'autres pistes ou des solutions par rapport à cette problématique d'approvisionnement local et bio? Pour les autres pistes, là, dans notre cas, vous avez vu, hein, il y avait une base de triticale poids. Il ne fait pas de protéagineux en pur parce que c'est pas le plus adapté, mais pour des zones où les oléagineux peuvent être difficiles à produire, éventuellement pour des aliments finition, c'est possible aussi d'incorporer du poids ou de la févrole. Voilà, après, si c'est difficile de produire des céréales et des oléagineux, ça limite quand même beaucoup les matières premières qui peuvent être données pour les poulets parce que voilà, ce qui fonctionne bien quand même, c'est une base de céréales, de tourteaux et puis aussi des protéagineux. Ok. Une question sur les 6% supplémentaires des matières grasses. Donc, côté, est-ce que vous avez plus d'éléments sur l'impact que ça a pu avoir sur la qualité de la carcasse? Et puis, est-ce que les 6%, ça serait enfin, quel serait les seuils maximum de matières grasses dans la ration? Et est-ce que par rapport aux 6% que vous avez atteints, comment c'est là? Alors, les seuils, hein, qui sont classiquement retenus, c'est d'éviter de dépasser 7% de matière grasse dans des aliments finition. Après, il y a aussi l'énergie métabolisable était la même et en fait, par rapport à comment dire, par rapport à la teneur en gras, c'est aussi l'énergie qui joue énormément, pas que le fait qu'il y a la matière grasse supplémentaire. Après, il n'y a pas eu de retour des clients voilà, sur des choses inhabituelles. C'est aussi un petit peu. Alors, on est sur du qualitatif, évidemment. Là, c'est pas sur des mesures précises comme on peut faire dans des essais INRA de qualité de carcasse. Mais voilà, le fait est que en tout cas, les clients n'ont pas fait de retour comme quoi les animaux auraient été plus gras qu'habituellement. Ok. Une question sur quelle était la souche des poulets utilisée? Moi, je l'ai plus en tête. On était sur des souches labels classiques utilisées en bio, hein, mais j'ai plus le nom exact. Et D'accord. on peut regarder. Donc, une question sur la cameline. Est-ce que c'est une matière première pertinente? Et puis aussi, ouais, si vous avez des essais sur la graine des camélines et des colzas en alimentation pour les poulets, mais pas en tourteau. Alors la cameline en tourteau, c'est intéressant, mais en diversification, c'est-à-dire que ça pourra pas être la base. En tout cas, nous, de ce qui a été fait là, c'était pas la base de la source de protéines. Mais par contre, ça permet voilà, de miser sur différentes sources. La cameline, elle a sa place dans des formulations. On va voir après un point spécifique que sur la cameline qui sera présenté par Renew Papi. Donc, je propose de ne pas trop développer, zut, à ce stade. Après, avez-vous des essais sur la graine de cameline de colza donnée au poulet, donc pas des tourteaux? Vous avez vu, dans notre cas, il y avait un petit peu de graines de tournesol qui étaient données, parce qu'il y en a qui est produite sur la ferme. Clairement, c'est beaucoup mieux valorisé quand la graine est transformée sous forme de tourteau. Si pour des raisons d'accessibilité effectivement à des tourteaux ou des presses,
pour fabriquer vous-même le tourteau, vous souhaitez utiliser directement de la graine, on va être sur des taux, des taux d'incorporation qui vont être très limités et aussi du coup des produits qui vont pas être si riches que ça en protéines. Il y a une part d'huile qui est pour le coup très importante. Ok. Une précision, est-ce que l'aliment pour cet essai démarrage et croissance, ils étaient formulés en 100% bio? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des ressources sur l'intérêt et l'inconvénient de chaque matière première au-delà des essais, enfin de cet essai et par rapport aux matières premières qui pourraient être possibles d'être utilisées en poulet de chair? Oui, il y a pas mal de documents techniques. Je vais mettre un lien dans le chat sur des cahiers techniques qui ont été faits. Et récemment, on a publié des tables de composition nutritionnelle des matières premières biologiques, où vous avez des compositions pour les différentes matières premières à utiliser. Il n'y a pas nécessairement les taux d'incorporation, il n'y a pas tout le temps les taux d'incorporation recommandés, mais ça vous donne déjà un bon ordre d'idée. Je vais mettre le lien dans le chat à ce moment-là. Très bien. Est-ce que vous avez aussi fait une étude qui comparait les 95 alimentations 95% bio et 100% sur les performances des poulets de chair? Alors ça a été fait dans des projets précédents. Je pense notamment à une étude de l'ITAVI dans le cadre du projet Avibio. Vous avez comparé donc un aliment 95% bio classique avec un aliment 100% bio visant à maximiser les performances techniques. Et donc, pour le coup, ça avait permis de maintenir les performances techniques. Et donc, il y avait un surcoût. J'ai plus les chiffres en tête, mais dans le lien que je vais vous envoyer, en fait, en se promenant sur le site internet, vous allez pouvoir trouver assez facilement les résultats de ces essais. Ok, merci. Une autre question, est-ce que les tables les plus actualisées ont été traduites en français? Oui, je vais mettre le lien dans le... Ok. Donc, je remets un lien sur des journées qu'on avait fait en 2015. Donc là, il y aura les résultats demandés sur la comparaison 95 100% bio. Et je vous mets aussi un lien vers les tables nutritionnelles que vous pourrez télécharger. Il faut remplir un petit formulaire et puis après, c'est gratuit à télécharger. D'accord. Une question par rapport à l'utilisation du tourteau de colza qui pourrait éventuellement donner un goût de poisson aux œufs et à la chair, qui serait peu appétant. Est-ce que vous avez des avis par rapport à ça? Alors, j'avais répondu dans le... Oui. J'avais répondu dans le chat, donc en fait, effectivement, le problème se gère en mettant des taux d'incorporation de colza limités. Donc, pour des aliments pondeux, ça va être quelques pourcents, 2-3. Là, il y en avait pas mal pour le coup dans l'aliment finition. Voilà, il y en avait pas mal, mais il n'y a pas eu dans ce cas-là, pas de souci particulier. Pour être tranquille, c'est mieux de se limiter plutôt à plutôt 7-8 que 10, quoi. Très bien. Il y a une question encore sur les souches. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais est-ce qu'on était sur des souches croissance lente lourd ou alors léger? Mais vous connaissez peut-être pas la réponse tout de suite. On n'a plus la souche en tête, mais c'était sur de la souche vraiment classique. Donc lui, vous avez vu, il abat plutôt sur du 110-120 jours, quoi. Mais c'est des animaux qui peuvent faire un peu plus de 2 kilos, vifs à 80 jours. On est sur cet objectif de production. Ok. Eh ben, on a fini avec les questions du chat. Ah, il y a peut-être une dernière. Est-ce qu'il y a un intérêt à diversifier encore les sources des matières premières avec d'autres matières premières type blé, les seigles, la févrole, lin, vesse, etc. Alors, ça donne de la souplesse dans la formulation d'avoir une diversité de matières premières. On va enchaîner avec le bio, comme on n'a pas d'acide aminé industriel de Génio, pas d'épi. Pour la partie équilibre en acide aminé et ressources protéiques. Génio, est-ce que tu peux allumer ton micro et ta caméra 36 000 solutions. Après, il y a aussi des questions de coût, c'est-à-dire que si vous démultipliez
les matières premières dans les élevages, il y a un moment, il faut avoir 10 silos de stockage différents pour un éleveur qui fabrique l'aliment à la ferme. Ça commence aussi à devenir compliqué. Mais ça donne de la souplesse. Hein. Ça dépend aussi des opportunités en local. S'il y a un voisin, effectivement, qui vend de la férole parce qu'il en a trop ou autre, ça peut être intéressant d'en utiliser. Ok. Très bien. Je pense qu'on a dépassé les temps. Ouais, on a dépassé le temps. Okay. Donc, je vous donne la parole. On va enchaîner. J'ai vu qu'il y avait encore quelques questions. N'hésitez pas à faire un mail pour qu'on puisse continuer d'échanger à ce sujet-là.